Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un sculpteur. Il s'agit de Thierry Le Youdec qui a son atelier galerie à Arzon en face de mon studio. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Daniel, merci de m'accueillir. Effectivement, je travaille juste dans ce quartier, en fait, sur le bord du port du Crouesty. Une belle commune auquel vous êtes attaché très certainement. Oui, en fait, je suis installé à Saint-Gildas pour habiter. Et j'avais un premier atelier galerie à Saint-Gildas, qui a duré un moment. Et puis maintenant, ça fait 5 ou 6 ans, je crois, que je suis venu ici dans un local beaucoup plus pratique et commode pour moi, surtout, et un peu plus visible. Voilà. D'accord. Alors, on va faire connaissance avec vous. J'ai lu dans la documentation que vous m'aviez remise, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques jours, que vous êtes philosophe de formation. Racontez-vous, Thierry. Oui, alors donc la philosophie, oui, c'est toujours d'ailleurs, finalement, ça a été mon métier pendant plus de 10 ans, mais on peut dire que je ne suis pas rentré dans la voie de l'art, je ne suis pas rentré directement dans la voie de l'art parce que l'art me plaisait, faire des objets beaux me plaisait, etc. C'est pas ça du tout, c'est par une continuation de certaines expériences dues à mon vécu, à mon existence, dans la philosophie. Et donc, plutôt que de dire que j'ai eu la vocation artistique, j'ai d'abord eu surtout l'appel à la réflexion, l'appel à comprendre la situation où nous sommes. Alors ça, je n'arrive pas à démêler pourquoi ça s'est fait comme ça, mais pendant que j'étais adolescent et même jeune, finalement, je prenais une voie d'interrogation et de questionnement qui faisait que j'étais absolument différent de ce que je voyais autour de moi. Disons. Donc c'est un cheminement en fait intérieur pendant lequel vous êtes découvert. Oui, c'est ça. Et j'étais pas du tout en coïncidence, ni avec les mœurs de mon époque, ni avec le temps. Alors je suis né sur les bords de la Méditerranée dans une ville de l'extrême est algérien, là, et cette ville, c'est peut-être ça aussi qui est quand même décisif. On est dans un lieu aussi, on est une chose de la nature quand on est, et puis après on devient une existence. Mais comme chose, je suis né dans cet endroit où Saint-Augustin a été le personnage clé, puisque c'était l'évêque de cette ville, l'évêque d'Hippone à l'époque, jusqu'à la décadence, jusqu'à ce que la ville soit assiégée. Donc cette figure de Saint-Augustin a toujours eu beaucoup de prestige sur moi. On ne m'a pas raconté grand-chose. J'ai vu quelques ruines, mais en photo, parce que la situation d'Algérie était déjà épouvantable quand je suis né. Donc, on ne pouvait pas sortir de la ville, finalement, et se promener sur les ruines d'Hippone, ça aurait été dangereux. Donc, j'ai entendu parler de ça, et puis à chaque fois, j'ai eu ce recul devant une sorte de mystère et un étonnement incroyable. Voilà. Alors est-ce qu'on peut parler, Thierry, alors vous dites choc. Choc métaphysique. Métaphysique, oui. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une sorte de révélation ? Oui. Ah oui. D'accord. Une sorte de révélation. Alors après, quand j'ai lu le mythe de la caverne de Platon, puis que je l'ai enseigné plus de, je ne sais pas combien de milliers de fois, donc quand j'ai expliqué ça à mes étudiants, je voyais bien le fait qu'eux-mêmes se sentaient d'une façon ou d'une autre. Il y en avait qui avaient une sensibilité où ils se sentaient effectivement pris dans une nasse ou bien pris dans un monde obscur ou pris dans un monde qui était au moins à l'envers de l'endroit. Et quand on parlait de philosophie, on rétablissait le sens, l'endroit finalement. Que la vie n'est pas simplement boire, manger, dormir, mais qu'il s'agit de comprendre tout ça et de l'assumer spirituellement et intellectuellement. Ça, on ne peut pas en faire l'économie. Sinon, on se grise de satisfaction, on se drogue à la limite. Je pense que c'est notre société d'abondance, comme on dit, ou de consommation. La consommation, ça consiste à brûler la chandelle par les deux bouts. C'est la consomption, donc on n'est jamais satisfait. Alors, tout ça, c'était des évidences qui, pour moi, me sont tombées dessus à l'âge de 11 ans, quasiment. Et donc,
Bon, quand je parlais de ça à mes élèves, ils étaient absolument sensibles à ça. Je les voyais s'éveiller. Ça, c'est drôle. J'ai eu vraiment l'expérience de l'éveil, si vous voulez. Alors, sans doute que vous aviez à cœur de transmettre et que l'impact de ce que vous avez vu, ressenti, vous arriviez aussi à le communiquer à vos élèves. Alors, oui. Alors, en parole, et à ce moment-là, je me suis formé tout seul à l'art, mais d'une part, de ce côté-là. Donc, je m'efforçais, parce que j'avais été très ennuyé par ma scolarité, mais je m'efforçais de faire en sorte qu'ils ne s'ennuient pas dans ces sujets philosophiques qui sont normalement difficiles. Mais quand même, à chaque fois, on leur parle de l'existence. À chaque fois, on parle des problèmes de la connaissance, qu'est-ce que c'est que savoir et tout ça. Et il y a des moyens d'éveiller l'esprit partout. Et il y a beaucoup de moyens aussi de l'éteindre. Alors ça, je vois bien qu'on s'emploie beaucoup à éteindre l'esprit. Ça, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Alors, voilà, la philosophie qui donc est présente dans votre existence très, très jeune, très tôt, en continuum. Et donc, vous allez progressivement arriver à la sculpture, Thierry ? Oui, comment ça s'est passé ? J'ai lu les livres classiques en philosophie que je continue à découvrir et redécouvrir. Et puis, alors, j'ai rencontré avec mon épouse dans une grotte en Dordogne un personnage évidemment assez énigmatique puisqu'il travaillait dans cette grotte et il travaillait sur du bois de noyer, le noyer du Périgord. Oui. Et il faisait un travail médiéval qui était prodigieux. Et on a eu des entretiens ensemble. Et ces entretiens ont été l'éveil de la vocation. Si vous voulez, c'était quelqu'un qui avait une sorte de légende, qui, quand il parlait, on se sentait vraiment pas noyé dans la société contemporaine, mais on était vraiment hors de tout ça et dans l'essentiel, quoi. Il parlait de la vraie civilisation humaine, enfin, où les gens ne sont pas des individus massifs qui ont tous les mêmes préoccupations, qui se laissent guider par tous les mêmes mots d'ordre, en fait, à chaque fois. Donc, il parlait un français limpide, et moi, je me suis toujours entraîné à parler un français limpide. J'ai pensé que la philosophie, c'était pas faire du charabia de concepts, mais c'était l'art de parler bien, et le savoir bien parler, et ce que parler veut dire. Donc, on s'entendait vraiment au premier clin d'œil, quoi. Alors on a eu des heures de discussion. Alors c'est très paradoxal, je suis tombé dans la sculpture. Je bricolais beaucoup avant, mais ça n'aboutissait jamais à rien. Si vous voulez, je dessinais mal. Ah bon ? Parce que la nervosité et tout ça, je ne voyais pas comment faire. Puis il fallait faire du réalisme. Je ne comprenais pas le réalisme le réalisme de recopier des choses, si vous voulez, comme on fait à l'école. Et le rapport avec ça et l'art, je ne voyais rien du tout. Enfin, bon, ça ne me branchait pas. Puis l'art contemporain me dégoûtait relativement. Donc c'est paradoxal de voir que c'est la parole de quelqu'un, et cette parole libérée, qui m'a fait absolument entrer dans le métier sans qu'il m'ait donné le moindre conseil. J'ai vu ses mains travailler, c'est tout. Et puis moi, après, j'ai fait de la terre cuite, ce qui n'a rien à voir avec la taille directe, la taille du bois, même si j'en fais maintenant. Donc tout ça, je l'ai découvert après. Mais il faut bien dire que c'est la légende qui a réveillé en moi la légende. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est très joli. En fait, on dit la sculpture, c'est le témoin en fait de nos civilisations. Est-ce que cette définition que je vous propose, comment je dis, résonne en vous ? C'est bien ça en fait qui vous a provoqué ce coup de foudre, on peut dire, ce coup de foudre ? Ah bah oui, la jointure avec la philosophie, la pensée chrétienne qu'on voit partout sur nos places publiques, puisqu'il y a des édifices chrétiens partout. Oui. La grande statuaire, on parlait de ça avec Gérard Auliac, évidemment, la grande statuaire, le foisonnement des thèmes qui sont sur les chapiteaux romans, et après sur les chapiteaux gothiques. Donc, les Vierges Noires, alors j'ai visité Orcival, j'ai visité Rocamadour, maintenant on y retourne régulièrement aussi. Ça, ce sont des grands moments de la sculpture qui me semblent vraiment marquants, quoi. C'est l'héritage. C'est l'héritage, la prolongation, et le fait aussi qu'une statue, alors ça je me suis toujours dit aussi qu'une statue, ça devait être une présence réelle, ça devait être la présence réelle de la chose qui n'est pas là. Donc, avant, on faisait des statues,
mortuaire, c'est-à-dire Oui. pour représenter le défunt. En hommage. Alors ça, j'en ai fait. J'en ai fait aussi. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'on leur donne l'impression qu'ils revivent. Donc j'ai vu des gens qui pleuraient devant les livraisons que j'ai fait de leurs pièces, quoi. Oui, oui, c'est en fait une sorte de prolongement de l'être. C'est éternisé. Ouais. Et puis surtout, c'est pas s'efforcer de le prolonger, c'est en tirer l'essence. Et l'essence qui est cachée en général sous la vie anecdotique qu'on a, Oui, oui. sous la manière de se vêtir qu'on a Oui, et de oui, se oui. comporter, qui fait qu'on est très marqué par notre temps. Mais moi, je vais pas faire, par exemple, un personnage qui porte un jean ou un polo, parce que ça me semble tellement banal sur l'homme, tellement mauvais sur sa plastique, que je ne fais pas ça. Mais tout de suite, je me suis mis à faire des moines, parce que la tenue du moine, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui. Alors, pour revenir donc à l'idée que la statuaire, elle est faite pour trouver l'essence du vivant et le montrer. Oui. Et à ce moment-là, si vous voulez, quand on regarde les statues anciennes, on est en connivence avec ce que ces gens-là ont été. Et on reprend l'essentiel. C'est l'esprit, en fait, qui oui. continue. Alors, moi, quand je parlais oui. de prolongement, pour revenir sur Voilà. ce terme, c'était en termes de présence, quoi. Oui, Finalement, oui. quand vous sculptez, Thierry, rien n'est jamais mort et tout peut redevenir vivant et tout peut Oui. être recréé. Oui, c'est ça. C'est ça que vous ressentez C'est ça, quand c'est vous sculptez? Ah oui, donc je savais, alors ça aussi c'est un autre aspect de mon existence dans la philosophie, je Oui. savais que la vie n'est pas la vie, c'est-à-dire qu'il y a une vie qui n'est pas la vie biologique, qui n'est pas la vie du souci quotidien et de ce qu'on a à faire pour pouvoir la gagner, parce que maintenant on vit comme si effectivement on était dans un état de pénurie constant et que vivre c'est vraiment faire l'aumône quasiment, quoi. Il faut que les gens en soient là et qu'ils soient dans la dépendance du système. Mes grands-parents n'ont jamais vécu comme ça. Ils ont vécu dans une petite ferme, ils avaient très peu de besoins, mais il y avait l'abondance sur la table, avec ce que produisait la terre, l'abondance partout, et pas ce manque sans arrêt. Ah, peut-être parce que les êtres humains aujourd'hui sont en une sorte d'esclaves du monde de la consommation. Tout à fait. Oui, Vous voyez, de besoins qui ne sont pas essentiels. Donc, si vous voulez, la vie, c'est bien, ça c'est ce que j'appelle la survie, mais il y a une vie qui est la vie des sens, animée par l'esprit, à condition qu'on pense à l'éternité de l'existence aussi. Oui. Ça, c'est la vraie vie. Et même si on a du mal à résister, à survivre par moments, cette vie-là nous anime. Et c'est celle-ci que moi je veux rendre, si vous voulez, dans mes créations. Oui, oui. En fait, loin des repères terrestres et de ce qui nous paraît à nous des évidences avec, si vous voulez, un début et une fin. Hein, c'est bien autre chose quand vous parlez sculpture. Alors, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la technique, votre type de sculpture, Thierry? Oui. Donc évidemment, il y a un matériau que j'ai toujours utilisé, c'est la terre au départ, l'argile à modeler et cuite, bien sûr. Donc la voie est assez, elle est très commune puisqu'on donne la terre aux enfants aussi à modeler. Hein. Bon. Mais j'ai toujours apprécié ce matériau plastique parce qu'il permet d'être spontané. Mais avec la spontanéité, on arrive quasiment à rien si on n'a pas après de la technique, puisque la terre est un matériau plastique, mais qui n'a pas de tenue. Donc il faut pouvoir la travailler avec des armatures, démonter les armatures. Tout ça, c'est une technique que au début, j'ai passé beaucoup de temps à maîtriser. J'emploie aussi une terre qu'on n'emploie pas en général dans les écoles, qui est une terre noire depuis le début, une terre qui cuit en restant noire. Et le noir m'a toujours évidemment beaucoup inspiré pour chercher les formes, quoi. D'accord. Avec ce côté alchimique, c'est pour ça que je me référais aussi aux vierges noires, qui sont du bois ou bien noirci ou bien noir d'origine. On ne sait jamais vraiment, parce qu'on n'ose pas toucher ces pièces qui viennent de très loin, et parfois qui viennent d'Orient, qui ont été faites dans l'Orient chrétien. Donc la matière noire, c'est la matière informe des alchimistes, si vous voulez. C'est la matière, mais dans laquelle il n'y a plus aucune propriété de forme. Et donc, on se met en état d'être soi-même l'auteur de la forme. C'est la matière qui va vers la forme. C'est une sorte de boue qui trouve
de venir à prendre une dimension verticale, 3 dimensions, de la profondeur. Donc c'est toute cette magie qui, à mon avis, m'a toujours accroché dans ce matériau, si vous voulez. Alors, je comprends que le choix de la matière, ça guide également vos créations. Oui, ah oui, oui. D'accord. Oui. À la matière. Et puis maintenant, j'ai le goût, évidemment, depuis très longtemps de faire de la pierre et puis de faire du bois, donc j'introduis ça aussi. Et l'appréhension est tout à fait directe et tout à fait différente parce que la taille directe, on ne fait qu'enlever de la matière, alors que dans la terre, on ne fait que rajouter de la matière. Dans la terre, on commence à partir de rien, c'est ça le vertige d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on va faire? La question se pose pour tous les artistes. Si j'ouvre un atelier et une galerie, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire, m'avait dit Gérard Auliac. Vous êtes sculpteur, vous allez vendre des pièces, vous allez peut-être vivre de votre travail, mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il est question de se poser la question du sens de ces créations? Ah oui, oui. Quel sens vous avez réussi à identifier par rapport à votre œuvre, Thierry? Quel sens? Ce que me disent les gens, parce que l'avantage c'est que les gens, si on ouvre une boutique, qui est une vitrine en fait, on voit vite le retentissement sur les autres. Oui, c'est-à-dire? Donc, comment vous le voyez? Qu'est-ce qui vous marque? En général, ils disent que c'est original ou singulier. Oui. Et ils disent qu'il y a beaucoup de scènes, beaucoup de situations les font sourire. Et le sourire, c'est quand on comprend, si vous voulez. Quand on est devant un spectacle qui ne nous éveille pas, on n'a pas tendance à sourire. Donc, ce sourire, c'est l'éveil de l'esprit. Donc, évidemment, ils découvrent qu'il y a une dimension spirituelle ou morale à l'intérieur. Ça les embarque et ça les entraîne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de connivence? Oui. Et une connivence sur cette idée, justement, que je vous disais, la vie. Tout ça, c'est vivant. Alors, c'est ça qu'ils me disent. Je ne cherche nullement à être original ni à me distinguer, mais tout ce que je fais est effectivement singulier. C'est-à-dire que je ne lâche pas un objet avant qu'il ne se mette à quasiment devenir indépendant et à me faire face, quoi. Ou à ce moment-là, je sais que c'est là, et que c'est indépendant et que ça vit tout seul. D'accord. Alors là, j'y arrive ça. J'y arrive avec du travail, mais j'y arrive. Alors, et c'est ça. La vie dont vous parlez, Thierry, c'est aussi peut-être lié aussi avec le mouvement que vous mettez dans vos sculptures. Oui. Alors oui, il y a le mouvement, mais j'ai réfléchi sur la question aussi au cours du travail. On peut faire des statues qui sont des mouvements arrêtés. Alors on voit beaucoup de ça, et aussi dans l'art classique, où on disait que justement le degré supérieur de la beauté, c'est l'imminence du mouvement, parce que quand l'homme est en train de s'émouvoir, c'est là qu'il est beau, mais quand il tombe dans l'émotion complètement, c'est chaotique et c'est pas beau. Alors on disait ça, donc le mouvement. Mais il y a le mouvement physique, et dans la statuaire, il faut remplacer ce mouvement physique, puisque ce sont des objets statiques, il faut les remplacer par l'impression de la vitalité. L'impression de la vitalité. L'impression que c'est en mouvement, alors que ça va être complètement statique. Alors c'est pour ça que je me suis donné comme tâche de beaucoup travailler la forme du moine, parce que le moine en général, c'est pas mouvementé, mais c'est statique. Et il faut que ce soit vivant, alors que c'est complètement dépourvu de mouvement. Vous voyez, donc, si ce n'est des petits mouvements infinitésimaux qu'on ne remarque pas, qui fait que quand un homme est en prière, évidemment, on voit bien que les mains tombent de certaines manières, la position de la tête se place de certaines manières, et c'est ça qui fait qu'il y a de la présence. D'accord, alors c'est peut-être aussi lié au fait que vous parvenez à capturer l'esprit, l'état d'esprit du personnage que vous voulez sculpter, pour lui donner un mouvement. Oui, l'état d'esprit, oui, tout à fait. Voilà, l'état d'esprit. C'est pas rien. C'est-à-dire l'esprit comme un état, parce que finalement, le corps de l'homme, c'est un peu l'illusion du nu, mais le corps de l'homme, il est sans cesse significatif d'un état d'esprit. Et même quand on dort, d'ailleurs, on signifie quelque chose, de toute façon. On voit bien, et la mort, c'est vraiment différent. Mais à chaque moment, on signifie, on est en état de signifier quelque chose.
Et c'est ça il faut être vigilant à ça. Alors, on parle d'état d'esprit. On a tout à l'heure dit qu'effectivement, la sculpture, c'est le témoin de nos civilisations. L'état d'esprit d'aujourd'hui, comment vous le voyez, vous, Thierry? Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'artiste sur l'état d'esprit actuel de la société? Oui, je vois beaucoup de gens qui sont préoccupés par des choses insignifiantes. C'est quoi des choses insignifiantes? Ici on est rythmé, mais dans le Périgord c'est un peu la même chose. On est rythmé par ces longues phases où les gens travaillent et puis quand après ils sont ici, ils sont en repos. Donc cette dissociation entre un travail qui est un labeur où on s'use et un moment de jouissance où on se détend. Alors, dans ma vie personnelle, j'ai pas voulu ce système-là, c'est-à-dire que je me suis dit, moi, comme artiste, j'ai besoin de travailler tout le temps. Il faut faire ses gammes. On n'est jamais sûr de ce qu'on fait. Il faut que le travail soit à la limite dans les mains. Il faut qu'il soit automatique. Il faut pas qu'on ait à réfléchir sur le pourquoi du comment. On a assez de choses à penser sur le contenu et pas se questionner sur la façon de faire. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte à gros bouillon. Donc, je n'ai pas voulu couper la vie. Et vous savez que c'est ce que Marx dit, quand la vie est coupée en deux, entre la jouissance et puis le labeur, ça c'est ce qu'on appelle la prolétarisation, c'est-à-dire qu'on devient un individu de masse. Et là-dessus c'est dangereux parce que tous les pouvoirs ont prise sur cet individu de masse. Oui. Or, un homme qui est un homme au travail, de labeur, personne ne va lui dicter sa conduite, sauf l'esprit, et sauf la providence, parce que c'est lui qui est partout dans sa vie. C'est bien lui. Il n'est pas aliéné, si vous voulez. Alors je vois la vie moderne aliénée. Alors elle était aliénée avant dans les grosses entreprises, probablement avec un travail difficile, mais aujourd'hui elle est aliénée, hyper aliénée, par la société carrément de plaisir dans laquelle nous sommes, la société de loisirs et de plaisir dans laquelle nous sommes, qui est en même temps une société où il y a beaucoup de gens qui sont affamés. C'est terriblement injuste. Donc, alors, il y a deux voies aujourd'hui, j'ai l'impression. Quand je regarde l'art très contemporain ou hyper contemporain, beaucoup d'artistes font l'homme tel qu'il est, si vous voulez, avec les oripeaux contemporains ou avec dans la nudité. Les oripeaux contemporains. Oui. Et même quand ils sont nus, c'est comme s'ils étaient dégradés. C'est ce qu'on appelle en philosophie la situation de déréliction. L'homme qui a perdu le sens, qui se laisse entraîner partout. Vous le voyez donc avec des stupéfiants autour de lui, etc. Qui n'est plus lui-même. Donc ça, on peut faire cet art-là, l'art de la déréliction. Et en plus, je vois malheureusement que ça plaît. C'est-à-dire que... oui, bon... Vous pensez que c'est attractif? C'est attractif aujourd'hui. Il faut faire avec la misère, il faut magnifier la misère et présenter la misère. Ce qui est un peu honteux parce qu'on fait de l'argent sur des choses qui ne sont pas bonnes. Alors, je vous interromps un instant, pour vous soumettre une question. Est-ce que, justement, les plaisirs dont vous parlez, là dans la société contemporaine, elles ne sont pas, justement, entre guillemets, difficiles et, entre guillemets, dégradantes parce qu'elles sont vécues comme une compensation et non comme une récompense? Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai. Oui. Vous voyez, par exemple, on peut compenser alors un manque qu'on croit être un manque, compenser quelque chose des rendez-vous manqués, alors que finalement, se faire plaisir ou de donner du plaisir ou avoir un objet ou une activité de plaisir serait devrait normalement être vécu comme une récompense et bien souvent c'est une sorte de compensation au chaos intérieur. Alors la question est effectivement, vous avez raison, je vous rejoins totalement sur cette analyse, on a l'impression que nous avons des vies séquencées. D'un côté le travail, puis ensuite le plaisir, sans pour autant parfois d'ailleurs distinguer l'un de l'autre, ce qui est beaucoup plus grave. Oui, c'est vrai. Ah oui, tout à fait. Alors, l'art pour vous, votre métier de... Donc moi, pour finir sur cette question de la déréliction, quand je représente des hommes ou des femmes et des situations, c'est l'homme sauvé, c'est pas l'homme maudit, si vous voulez. Ça, à mon avis, on voit bien, chez les artistes, il y a les deux voies. Il y a l'homme qui n'a pas de salut autre que dans les joies terrestres, au fond. Et puis... des gens comme moi estiment, c'est ce qu'on voit sur les portails des églises aussi, et dans les statues religieuses,
Ils estiment que l'homme est sauvé, c'est-à-dire que même s'il y a la mort et même s'il y a le péché, de toute façon, il y a la rédemption et on peut faire le Christ aux outrages, mais ce Christ aux outrages ne sera pas dégoûtant, il sera consolateur. On peut aller jusque-là. L'art chrétien est allé jusque-là parce qu'il sait qu'il y a la résurrection. Parce que sinon, si vous voulez, c'est clair, ça ne tient pas. Il n'y a rien qui tient, quoi. Le monde s'en va en morceaux. D'accord, oui, donc c'est votre réflexion intérieure. Ah oui, ça... Par rapport à votre... Donc, vous avez un atelier galerie à Arzon, vous travaillez, Thierry, et vous exposez. Et pouvez-vous faire partager aux auditeurs cette semaine, depuis le 27 décembre jusqu'au 30, vous exposez... Parlez-nous de cette exposition actuellement, c'est-à-dire que vous mettez en lumière quelques œuvres. Je vous laisse c'est une façon de... C'est l'art revisité, c'est le Judek revisité, c'est-à-dire que je retourne dans des statues que j'ai mises en stock ou bien que j'ai négligées, parce que on est pris par d'autres choses. Il y avait beaucoup de commandes dans les 3 dernières années, donc bon, j'ai à travailler et puis j'ai laissé tout ça de côté. Bref, ces statues qui sont inachevées, j'avais des projets de bronze, je les ai arrêtés pour certaines pièces, enfin, on est devant diverses voies. Je les reprends, je les regarde dans un neuf, je les repatine, je les remets en valeur, et on a décidé donc de faire, avec mon épouse, une promotion dans ces jours-là. Donc ce sont des prix évidemment bien diminués, mais sur des œuvres qui sont toutes revues et qui sont peut-être plus belles qu'elles n'étaient. Donc je trouve ça, je vois des regards des gens d'ailleurs qui sont intéressants, parce qu'ils redécouvrent des choses avec un œil neuf évidemment. Alors c'est ça que j'ai mis en valeur. J'ai mis aussi des premières études en bois taillé, polychrome ou brut simplement. Et puis des pierres aussi taillées qui sont en cours et qui viennent de terminer. Donc ça, j'ai fait une petite installation dans l'avant-partie de l'atelier. Oui, j'ai un atelier, mais avant il y a une vitrine qui est mixte où il y a atelier et moi derrière qui travaille, indépendamment de la galerie. Et puis on fait donc des promotions sur des bronzes qui sont présentés là aussi. Alors c'est intéressant parce que ça permet à des personnes qui n'ont pas l'occasion de franchir, encore une fois, un atelier, une galerie d'art, à la fois de découvrir des œuvres et en même temps d'avoir l'espoir pour certains et la chance, aussi l'opportunité d'acquérir une œuvre d'art qui parfois pour certaines personnes actuellement est un effort financier et donc oui, c'est vraiment une initiative très heureuse. Alors Thierry, nous sommes à Arzon, dans la presqu'île de Ruisse. Est-ce que vous voyez beaucoup d'habitants d'Arzon, de la presqu'île venir vous voir et plus de touristes? Parlez-nous un peu de votre public. Oui, bon, c'est quand même davantage... Enfin, on ne peut pas dire ça maintenant. Oui, quand on dit touriste ici, il y a aussi beaucoup de gens qui sont là en résidence secondaire ou en résidence alternée. Le terme est, vous avez raison. Plus secondaire tellement ils sont là finalement. Oui, exactement. Donc vous avez raison. Ces gens-là sont très curieux de ce que je fais évidemment et viennent me voir régulièrement. Et puis, mais c'est la deuxième séquence, des gens qui voient l'atelier mais qui n'ont pas pensé rentrer et qui le découvrent très progressivement. Par exemple, parce que j'ai participé au Salon des peintres de Ruisse ici, dans la maison des associations cet été. Oui. Je suis rentré dans cette bonne association. Oui, alors salue au passage. Là, c'est bien. Et des gens sont venus à l'occasion de ça parce qu'ils ont découvert là, en 3 dimensions, mon travail plutôt que sur des informations dans la presse. Et ils ont été ravis. Donc, ça fait son chemin comme ça. J'ai eu commande d'art religieux aussi. J'ai installé une Sainte Thérèse de Lisieux à ma manière dans l'église de Sarzeau. Alors, ça a évidemment intrigué aussi et m'a fait pas mal de visites pour découvrir quand elle était au travail chez moi, par exemple. Voilà. Oui, j'ai vu des sculptures de Sainte Thérèse de Lisieux à votre atelier il y a j'avais placé quelques aussi, jours également. Pour le moment, elles n'y sont plus, mais j'avais passé un moine et puis une barque avec des moines qui arrivent justement à la conquête d'un territoire neuf. Je les avais placés dans le cœur de l'abbatiale de Saint-Gildas.
pour animer la chapelle de Saint-Joseph et la chapelle de Saint-Félix. D'accord. Alors, vous voyez, l'art religieux, vos affinités, ça permet aussi de toucher le cœur de certaines personnes qui ne sont pas forcément avec des croyances. Oui. Et en ce sens, ça permet aussi de faire œuvre de philosophie, finalement, au quotidien. Oui, tout à fait. Ah, oui, donc, votre formation de philosophe et votre, comment dire, art. Est-ce qu'on peut dire que la sculpture, c'est un métier? Ah oui. Ah oui, c'est ce que j'ai voulu faire en tout cas. Oui, parce que vous voyez, le grand public, nous-mêmes, souvent, on a l'impression que ça surgit, voyez, comme par magie, mais c'est du travail d'entrer dans son atelier et de se mettre à l'œuvre. Ah oui, toujours, et ça n'est pas parce que j'ai du métier et parce que ça fait plus de 20 ans que ça dure, que quand j'y retourne, c'est facile, si vous voulez. Oui. Probablement parce qu'il y a deux choses. Il n'y a que l'exigence. L'exigence que j'ai maintenant est encore plus qu'avant, puisque avec le métier, je découvre tellement de choses nouvelles à faire et la manière de faire, qu'évidemment, je mets encore la barre plus haute sans m'en rendre compte. Mm-hmm. Donc ça, il faut diminuer cette exigence, de la diminuer infiniment, parce qu'elle sera toujours suffisamment à l'œuvre. Donc il y a ça. Et puis il y a le fait qu'on a l'illusion aussi, face à une galerie où il y a des œuvres, on a l'illusion que les choses se font toutes seules. C'est-à-dire que quand on voit le résultat de l'œuvre, on se dit « Ah bah oui, bien sûr, c'est ça ». Mais on n'imagine pas par quel processus il a fallu passer pour que cette évidence soit là. C'est pour ça que l'évidence, en philosophie, comme dans la vie d'ailleurs, la vie du bon sens, la vérité ou l'œuvre d'art, l'œuvre belle, c'est pas ce que je vois tout de suite, mais c'est ce que j'aurais dû voir, mais que je n'ai pas vu tout de suite. Et je la découvre, si vous voulez, dans une sorte de repentir intellectuel, à la fin et au bout du travail, en me disant « Mais voilà, bon sang, mais c'est bien sûr ». Mais cette évidence, elle n'est pas au départ, elle est à l'arrivée. Et il faut beaucoup travailler pour que l'évidence soit là. Alors quand les gens vous disent, c'est un énorme éloge, ils vous disent « Ah, c'est tellement bien fait, c'est tellement réussi, tout ça ». Oui, mais avant tout ça, il y a eu un tâtonnement immense, il y a eu des pièces qui sont détruites, par exemple, il y a eu des choses que j'arrête complètement pour pas persister dans des mauvaises voies. Et bon, il y a tout ça. Hein. Oui, c'est beaucoup d'allées et venues, beaucoup aussi de doutes, de découvertes aussi. À quel moment vous travaillez, Thierry, dans votre atelier? À quel moment vous sculptez? Est-ce que vous avez un horaire plus propice? Oui. On me laisse faire, heureusement, mon épouse me consent à ce rythme qui est difficile. Donc j'y suis tous les matins. Bon, parce que le matin, il faut lire le poète Henry Thoreau, le poète américain Henry Thoreau. Il dit qu'il a écrit un livre qui s'appelle Walden ou la vie dans les bois. Ça aussi, ça m'a servi. Walden ou la vie dans les bois. Vous savez, le film qui a été tiré de ce livre, c'est Le cercle des poètes disparus. Ah oui, grand film. Oui. Hein? Bon, quand il faisait monter les étudiants sur la table, vous voyez ça? Oui, très bien. Je connais très bien le film que j'ai vu plusieurs fois. C'est ce que je vous disais, sortir de l'existence à plat et voir les choses d'en haut. C'est pour ça qu'il les fait monter sur la table. Oui, un changement. Dans une classe d'école. Voilà, un changement de perspective. Carpe diem, également. Ce Henry Thoreau, il est allé vivre dans les bois et il a construit sa cabane avec sa hache. Le lieu existe encore. Pour tourner le dos à la civilisation et dire « je vais faire face, comme il le dit, aux faits essentiels de la vie, pour que quand je meurs, je puisse me dire que j'ai vécu. J'ai pas survécu, mais j'ai vécu. J'ai fait face aux faits essentiels de la vie. » Pourquoi je vous disais ça, je m'oublie. Nous échangions sur le moment où vous travaillez. Oui, voilà. Et il dit que le matin, c'est le moment propice où à chaque matin, il y a l'éveil de la lumière, il y a l'éveil de l'aube, et il le dit bien, il y a comme une note qui sonne, et qui est la note du réveil en l'homme. Et si l'homme rate l'aube comme ça, s'il la rate, ça veut dire que sa vie va cheminer dans un chemin de plus en plus obscur, il va s'embourber, il va se disperser, il va devenir sombre, obscur. On voit ça autour de nous. Les ténèbres. On voit ça tout le temps. Les ténèbres. Exactement. S'enténébrer. Alors il faudrait pouvoir commencer par l'aube.
Je pense qu'il faut que les gens... et il faut par exemple qu'ils utilisent l'exemple des Grecs. Les Grecs, c'est l'aube de la civilisation. Et Dieu sait si l'humanité était vieille quand les Grecs ont eu ce miracle. Mais eux, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est un miracle qui est tombé d'en haut, comme ça. Et puis, se réveiller. Donc on trouve ça dans le Moyen-Âge gothique, l'éveil. Ils ont couvert la France d'un manteau de cathédrale, quand même, c'est inouï. Donc c'est pour ça que je tiens à faire que le matin soit le matin, c'est-à-dire le temps de la création, et pas le temps de la prolongation, mais le temps de la création. D'accord, donc un moment et puis en vacances, il faut que ce soit le temps de la récréation. C'est différent, mais il faut vraiment se récréer. Évidemment, si on commence tous par des ordinateurs, par exemple, ça c'est le temps à nouveau on éteint un peu son esprit, donc il faut des moments de recul. Et alors c'est pour ça que j'aime bien travailler tous les jours, notamment le matin, et puis après m'y remettre en milieu d'après-midi jusque dans la soirée. Et puis dans le Périgord, évidemment, on était dans un petit village, mais pas différemment d'ici, où il y avait des passages le week-end, puisqu'il y avait un énorme château qui se visitait toute l'année. Je travaillais le samedi, puis je travaillais aussi le dimanche. Mais le dimanche, c'était un travail comme dans un loisir, parce qu'il n'y avait pas d'heure, et tout ça. Enfin, ça se passait naturellement. Oui. Est-ce qu'on peut dire, Thierry, que la vie d'un artiste, c'est une vie augmentée ? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Parce que voyez-vous, la romancière Virginia Woolf, dont j'avais parlé dans notre émission Au fil du lien, disait souvent qu'effectivement, elle vivait à la fois deux vies, parce qu'elle avait sa propre vie et la vie de ses personnages, et qu'elle ressentait quelque chose de très personnel, de très intime, cette sorte de sensation de vie augmentée, de porter en soi la vie de certains. Vous voyez, par rapport à vos sculptures, vous nous dites, voilà, je crée, et j'ai l'impression qu'effectivement, c'est pas même une impression, qu'il y a un héritage, qu'il y a un continuum de la pensée, que l'esprit est là, et que vous détachez bien sûr des aspects temporels, et c'est peut-être une réponse pour la société actuelle d'ajouter une vie augmentée via l'art. Ah oui, bien sûr. C'est un voyage, un voyage, et... C'est ça, oui, c'est ça. À travers les temps et différemment du roman qui prend beaucoup de place aussi, différemment du roman, l'art plastique et surtout la sculpture, c'est quand même l'objet en 3 dimensions. Il y a des couleurs et il y a une matérialité, la chose qui est là, quoi. Je pense que c'est pour ça que les gens aiment en avoir chez eux. Oui, tout à fait. Et actuellement, il est dit beaucoup dans la presse et dans certaines émissions spécialisées que la culture revient avec force parce qu'elle est à la fois témoin, encore une fois, de nos civilisations, mais qu'elle permet une certaine ouverture d'esprit, notamment par, voyez, si vous voulez, le regard sur le corps. Vous voyez, il est question beaucoup de corps actuellement, le corps parfait, le corps à modifier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que il y a, si vous voulez, un message de la sculpture aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, particulièrement, vous voyez, sur le fait de s'approprier son corps et puis surtout de pouvoir, si vous voulez, comment progresser en bienveillance et en tolérance vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Thierry, sur cet aspect ? Oui. Ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions, mais vous voyez, vous suscitez le flot de questions de ma part. Je veux dire par là, voilà, est-ce qu'il y a une confrontation avec la culture, la sculpture, pardon, aujourd'hui, qui est culture aussi, que vous percevez et qui peut être finalement une réponse au mot du lien, LAUX. Oui. Bon. La culture, si vous voulez, il faut quand même que la culture, ce soit un désir qui naisse vraiment d'une conscience, de cette conscience face au mystère de l'existence et à notre étonnement face à ça, si vous voulez ça. À mon avis, c'est pour ça que la culture prend vraiment son sens si elle est enracinée dans une philosophie. Oui. Mais la culture comme jouissance de biens culturels ou comme promotion d'un environnement
esthétique. Oui. Mais ça suffit pas. Moi, ça me suffit pas du tout, Oui. du tout. Je me serais jamais mis. Je ne défends pas cette culture-là parce que je ne sens pas la culture à ce niveau-là. Il faut qu'elle ait vraiment une exigence. Il faut aussi que quand un homme cultivé, il faut qu'il parle comme si c'était vraiment lui le sujet de sa culture. Or, souvent, on voit des gens qui parlent comme on parle de la culture. Et c'est le « on » qui parle. C'est l'être de masse qui parle. Oui. Mais c'est pas moi. Vous parlez d'appropriation. Donc, voilà. Et le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée, disait Descartes. Mais le problème, c'est que tout le monde estime en avoir tellement de bon sens, naturellement, qui ne fait pas l'effort de le cultiver. Donc ça ne sert à rien, parce que finalement, comme il dit, les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices comme des plus grandes vertus. Donc il faut avoir de la méthode, il faut avoir une exigence personnelle. La pratique de la vie chrétienne, par exemple, c'est une promotion, c'est une découverte de la culture, parce que on ne peut pas dire qu'on va à la messe aujourd'hui parce que nos parents y sont allés. C'est pas ça du tout. Dans mon cas, c'était pas ça du tout. On y va parce qu'on est appelé et qu'on répond à cet appel et que de dimanche en dimanche, cet appel s'amplifie, il devient plus intéressant, on est déçu et après on retrouve d'autres choses. Il y a des personnages qu'on rencontre, il y a des saints qu'on découvre. Ça fait beaucoup de choses. Et puis il y a l'humanité des autres qui fait que ça nous instruit aussi. Donc, ça, c'est la culture chrétienne. Et la culture chrétienne, c'est pas une sorte de bain dans lequel on serait plongé et qui fait qu'on devient un rouge parce que l'eau est rouge autour. C'est pas ça. C'est ce bouleversement de l'existence complet qui fait qu'on est toujours en état d'apprendre et de s'émerveiller. En fait, oui, vous parlez de la démarche personnelle de chacun d'entre nous, de l'esprit de curiosité qui nous pousse à être à la fois acteur de notre vie, attentif aux autres, et effectivement d'avoir toujours ce réflexe, encore une fois, d'appropriation, que ça fasse sens, en fait. Hein. Oui. Alors, il faut que Noël soit un moment d'émerveillement. S'il n'y a pas le moment d'émerveillement du tout, on passe à côté d'une fête qui est une fête de la consommation, à la limite. Et puis une fête de la solidarité, parce que là on fait bien des choses pour les autres, c'est vrai. Oui, mais est-ce que dans tout ça, il y a cet émerveillement qui fait que ça va, au fil des jours, après, susciter une élévation de l'existence? Alors, il y a peut-être cette recherche et cette attente de la part de chacun d'entre nous, parce que effectivement, il est bon ton, entre guillemets, de dire, voilà, on est une société de consommation, Noël on consomme, mais pour autant, depuis cette pandémie et la période de confinement et de déconfinement, on assiste... je pense, à un changement d'état d'esprit des personnes qui n'est pas toujours relayé par les médias, qui évidemment font fond de commerce de propos et d'idées assez, entre guillemets, faciles. Mais je pense que quand on travaille, ce qui est mon cas dans le social, quand on est en contact avec l'authenticité de nos parcours, on se rend compte combien les personnes, je pense notamment aux enfants et aux jeunes gens et aux personnes âgées que je salue au passage, et effectivement il y a une attente, et en même temps cette attente des fois elle n'est pas comblée, et il y a une prise de conscience qu'on ne peut plus être comblé. Beaucoup d'entre nous le savent depuis des années, mais pour certains c'est une révélation par des objets qui nous ramènent à nous, à notre finalement obsession de nous, mais qui ne nous comble pas, et on se rend compte que l'art, notamment la sculpture, parce qu'on peut toucher, on peut admirer, on peut finalement tenir en ses mains quelque chose finalement qui est à la fois tangible et, comme vous l'avez très bien expliqué, qui aussi fait référence à l'esprit. Donc il me semble que si on donnait plus d'ouverture, plus de possibilités aux personnes pour accueillir à la fois leurs aspirations et leurs désirs, il y aurait davantage de changement, entre guillemets, de mentalité. Vous êtes en accord avec ce genre de réflexion? Oui. Alors, on ne peut pas faire l'économie du mouvement personnel. Voilà, il y a une question de responsabilité qui fait que aussi notre société stérilise un peu cette responsabilité parce qu'elle met tout à disposition de tout le monde. Oui. Enfin, en fait, on a aussi peut-être aussi cette impression, mais qui peut se révéler fausse parce que l'aspect pécunier fait que et même coupé de toute vie. Oui, effectivement, coupé de toute vie dans le sens où ces personnes, par le manque de moyens financiers et aussi de possibilités de sortir de chez elles comme elles le souhaiteraient, sont privées d'activités culturelles et artistiques.
Voilà pour cette conversation, Thierry, passionnante avec vous. On a pu aborder vraiment des thématiques très stimulantes intellectuellement, philosophiques bien sûr, mais aussi ce qui fait lien, hein, qui est notre ligne éditoriale de notre Radio Rivage. Je vous remercie beaucoup, Thierry, d'avoir accordé cette interview à notre radio. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission autour de la sculpture, de l'art, de la création et du bonheur pour un artiste de créer, d'observer, de regarder aussi ses contemporains. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.